Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je vois que vous êtes nombreux ce matin. Je vous remercie à tous de votre présence. Donc, l'objectif de ce webinaire, comme vous le savez, est de faire le tour des nouveautés du dernier semestre 2023. Donc, comme d'habitude, si une de ces nouveautés vous interpelle plus particulièrement, vous n'hésiterez pas à poser vos questions dans le chat, puisque nous avons Geoffroy avec nous ce matin pour répondre aux questions en direct dans le chat. Bien entendu, on va aussi conserver un quart d'heure à la fin de la présentation pour pouvoir échanger directement à l'oral et que vous puissiez poser vos questions voilà, à bâton rompu, on va dire. Et puis enfin, comme vous l'avez vu sur le slide d'attente de présentation, donc vous pouvez bien sûr vous adresser toutes nos questions par email à l'adresse biscontact@bisbuzzy.com, soit pour poser des questions, soit pour nous demander le replay du webinaire puisqu'il est enregistré. Et puis pour ceux d'entre vous qui en auraient besoin, pourquoi pas une démo ou un échange sur des problématiques plus particulières, donc directement en visio. Voilà, ces éléments étant posés, je vous propose de commencer donc le webinaire. Voilà, sachant que nous allons présenter dans un premier temps les nouvelles fonctionnalités et dans un deuxième temps, nous allons présenter les évolutions des fonctionnalités existantes. Voilà, donc là, je partage mon écran. Et pour commencer la présentation. Donc la première nouvelle fonctionnalité que je souhaite vous présenter ce matin, c'est la génération d'une page publique à partir d'un projet de Bizbuzzy. Donc l'utilité et l'objectif de cette fonctionnalité, c'est de vous permettre de donner de la vision sur un projet à des personnes qui n'accèdent pas à ce projet. Donc le cas le plus classique, ce sera parce que ces personnes n'ont tout simplement pas de compte Bizbuzzy. Et éventuellement aussi, pourquoi pas, parce que c'est un projet qui n'a pas vocation à être partagé en mode collaboratif. Donc, vous allez pouvoir partager un projet en lecture seule à qui vous voulez. Par exemple, je suis éditeur de logiciels, je veux porter à ma connaissance, donc à la connaissance de mes clients, un projet qui présente les évolutions de mon outil, donc un projet de changelog. Et voilà, donc je voudrais partager ça aux utilisateurs pour qu'ils aient connaissance des nouvelles versions de la solution avec les évolutions que contiennent ces versions. Donc, je n'ai évidemment pas choisi cet exemple par hasard, mais pour vous annoncer que Bizbuzzy va justement dans quelques jours mettre à votre disposition depuis l'application donc l'accès à ce projet de changelog, mais aussi l'accès à un projet roadmap qui vous présentera les éléments du plan produit. Donc concrètement, comment on va faire pour partager un projet, comment vous allez faire si vous souhaitez partager un projet à quelqu'un qui n'accède pas à Bizbuzzy, vous allez vous rendre dans les paramètres du projet. Voilà, ici, dans la section qui est donc une nouvelle section qui s'appelle page publique, et vous voyez qu'il y a différentes possibilités. On va choisir la vue accessible, vue quoi, vue quand, ou les deux. On va mettre une date d'expiration du lien, puisque ce lien, il ne va pas être éternel, il va avoir sa date d'expiration. Et là, vous voyez que j'ai déjà généré un lien, donc le lien, il est présent en dessous. Je vais modifier mon lien pour vous présenter la vue quoi et la vue quand. Donc, je vais sélectionner la vue quand, faire une mise à jour. Donc, je clique sur mettre à jour. Et voilà, maintenant, mon lien a été mis à jour, ce qui fait que si je le copie, je le colle dans mon navigateur, vous allez voir comment ça se présente. Donc, voilà comment ça va se présenter pour les utilisateurs à qui vous partagerez vos liens. Voilà, ils auront accès donc de l'extérieur à vos projets, la vue quoi, et ici, la vue quand donc, du projet avec les tâches planifiées. Si j'ouvre une tâche, donc je vais retourner dans ma vue quoi, je vais prendre la tâche notification, affectation de son membre à une tâche. Vous verrez que la personne visualise certains éléments, par exemple les étiquettes, les commentaires, mais qu'elle ne va pas visualiser d'autres éléments, par exemple les temps. On ne veut pas que les personnes de l'extérieur accèdent aux données de temps à réaliser notamment. Donc voilà le mécanisme actuel, sachant que nous allons faire évoluer cette fonctionnalité pour vous permettre de choisir ce que vous partagez. Donc, par exemple, vous pourrez masquer les commentaires ou peut-être masquer les étiquettes, voilà, mais c'est une fonctionnalité qui va évoluer.
Autre nouveauté donc de ce dernier semestre, le verrouillage du planning. Vous avez peut-être vu apparaître dans les vucans du projet ce bouton cadenas qui permet donc de verrouiller les plannings. Donc là, l'objectif de cette fonctionnalité, c'est tout simplement d'empêcher toute modification du planning, y compris par les personnes qui ont normalement cette possibilité. Donc les personnes qui ont des droits en modification ou des droits d'administrateur peuvent théoriquement replanifier des tâches, saisir des temps planifiés, etc. Donc là, à partir du moment où je clique sur ce bouton de cadenas, je verrouille le planning. Donc on voit d'ailleurs apparaître ici à gauche du titre du projet, ici et dans la colonne de gauche et dans les pop-up et partout où se présentera le titre du projet, vous aurez un cadenas pour bien montrer que le planning est verrouillé. Donc là, on ne peut plus du tout modifier le planning, sauf si bien sûr on déverrouille en recliquant sur le cadenas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que seules, donc je l'ai déjà dit, je crois, les personnes qui ont des droits d'administration peuvent verrouiller. En revanche, pour déverrouiller, il faut forcément que l'action soit faite par la personne qui a verrouillé. D'accord? Voilà, une fois que c'est verrouillé, là, ici c'est verrouillé, si je prends ma tâche et que j'essaye de la déplacer, eh bien, on va voir que la tâche revient à sa place et j'ai un message en bas qui m'indique qui a verrouillé et à quelle date et à quelle heure le planning, donc pour pouvoir éventuellement s'adresser à la personne s'il y a besoin de déverrouiller. Euh, Cela étant dit, mon planning est verrouillé, donc je ne peux pas effectivement modifier la planification des tâches, modifier la planification des ressources, mais néanmoins, je peux faire tout le reste. C'est-à-dire que je peux tout à fait créer une tâche, saisir des commentaires, ajouter des étiquettes, et aussi saisir des temps réalisés, puisque je vous rappelle que les temps réalisés, même si c'est des temps, ce n'est pas du planning, puisque c'est du réel. Voilà. Donc, on pourra faire toutes les modifications, encore une fois, hors planning. Et s'il faut, évidemment, on pourra déverrouiller ce planning. Voilà, donc ensuite, évolution aussi qui concerne la partie planning, c'est la possibilité d'enregistrer des versions du diagramme de Gantt. Donc là, l'objectif, évidemment, c'est essentiellement de vous permettre de visualiser les écarts entre un planning initial et finalement le réaliser. D'accord? Donc comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. Vous voyez ici, on peut imaginer que j'ai constitué ce planning, j'ai créé ce planning. Voilà, je me suis mis d'accord avec le client sur les jalons, les phases, etc. Et, donc, je vais enregistrer ce planning comme étant ma version de base. Donc, je vais cliquer sur version du Gantt, ce bouton ici, et je vais cliquer sur ajouter une nouvelle version, et je nomme cette version, voilà, version de base. Et voilà, je fais entrer pour l'enregistrer. Vous voyez qu'elle a apparu ici, que si je laisse ma souris sur le nom, j'ai la personne qui a créé la version, à quelle date et à quelle heure. Et voilà. Et donc, si je clique sur la version, ça l'affiche. Et donc, je vois en grisé exactement ma version qui là est identique à la version qui est à l'écran. D'accord? Donc, après, je peux avoir envie de modifier cette version. Si, par exemple, j'avais prévu un planning, j'ai présenté le planning en interne et on a préféré avancer la tâche, préparer le contrat client pour sécuriser le démarrage du projet. Et donc, je vais décaler ici ma tâche. Voilà, là, on voit bien déjà la différence entre la version enregistrée et mon nouveau planning. Mais si je veux voilà, réenregistrer une version de base, donc corriger quelque part la version que j'ai faite, je vais cliquer sur la disquette et ça va générer un nouvel enregistrement de la version de base. Voilà. Donc après, libre à moi ici de venir dans mes versions, supprimer la version d'origine si j'en veux plus, renommer celle-ci si je veux enlever le petit 1, etc. Mais ce que vous constatez ici, c'est que vous pouvez incrémenter les versions et avoir plusieurs versions du même planning. Donc une fois qu'on a fait ça, évidemment, le projet va vivre sa vie, des choses vont bouger. Par exemple, ici, je peux imaginer que j'ai dû négocier un décalage du jalon parce que j'avais besoin de décaler mes tests. Donc, voilà, j'ai glissé, déposé mes tâches. Voilà, mon projet a vécu. Et je vais ici afficher en fait ma version de base pour justement voir les glissements entre
ce qui était prévu et ce qui est finalement réalisé, puisque c'est vraiment l'objectif principal de cette nouvelle fonctionnalité, c'est de vous montrer donc l'écart entre la baseline et le réalisé du projet. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Autre nouvelle fonctionnalité, c'est l'historique des modifications des tâches. Donc, par exemple, effectivement, on a cette tâche préparer le contrat client. Donc, je l'ouvre et vous voyez que tout en bas à droite, ici, j'ai un bouton historique qui est apparu il y a quelques mois. Donc, quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici la liste de toutes les modifications apportées à la tâche de façon chronologique. Donc, c'est horodaté. On voit aussi qui a fait les modifications. Et ici, on voit par exemple que Alex Petit a ajouté l'étiquette urgent sur la tâche et a aussi créé un commentaire. Donc, on va aller voir effectivement que ici, Alex a rajouté un commentaire, hein, puisqu'il a matérialisé le fait que cette tâche devait être avancée par prudence, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la modification du planning, et que du coup, elle devenait urgente puisqu'on se rapprochait de la nécessité de préparer ce contrat. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous permettre ici d'avoir une traçabilité sur les modifications et d'avoir une information donc complète sur les modifications apportées à la tâche. Autre nouvelle fonctionnalité donc, du semestre, c'est la possibilité de modifier la largeur de la colonne des projets, la colonne de gauche. Donc effectivement, hein, c'est très pratique cette nouvelle fonctionnalité quand on a des noms de projets assez longs. Vous êtes nombreux à avoir mis en place donc une nomenclature de projets avec parfois des préfixes, donc qui rallongent la taille du titre des projets, hein, et donc ici, vous avez maintenant la possibilité de glisser et déposer ici cette ligne verticale pour élargir autant que vous voulez la colonne de gauche. Donc évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais si j'élargis beaucoup la colonne, je perds en visibilité sur l'espace, disons, de travail, l'espace principal à droite. Mais finalement, ce n'est pas très grave puisque vous pouvez utiliser le bouton réduire, bien entendu, si vous voulez réduire cette colonne et retrouver un maximum de place ici dans les vues quoi, quand et qui du projet. Voilà, donc autre nouvelle fonctionnalité. Hop, je vais réduire un peu. Donc, la possibilité d'ajouter des images sur vos projets. Donc, vous avez peut-être remarqué ici déjà, depuis le début de la présentation, que j'ai 2 projets qui ont des images. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, hein. L'idée, évidemment, ici, c'est de reconnaître facilement un projet. Donc, plus on a de projets, évidemment, plus c'est pratique de pouvoir distinguer en un coup d'œil un projet parmi les autres. Donc, par exemple, j'ai sélectionné le projet Sprint en cours. Donc, dans les paramètres ici, j'ai cette nouvelle zone où je vais pouvoir ajouter, sélectionner une image. Donc, je clique sur le crayon et je vais aller parcourir mes images pour faire un choix. Voilà, je vais prendre l'image de Sprint que j'ai choisie pour matérialiser mon projet Sprint en cours. Donc voilà, je mets cette image. Donc maintenant, elle s'affiche dans le petit, enfin à la place du picto d'attaché case qui matérialise normalement mes projets. On voit là d'ailleurs, si je laisse la souris sur le titre, pardon, que l'image est visible dans la pop-up, donc elle va être visible partout dans les vues multi-projets aussi, on la retrouve ici, etc. On a la possibilité ici, si vous voulez, si vous le souhaitez, hein, de décocher l'affichage de l'image du projet, ce qui fait qu'elle ne s'affiche plus ici, mais on la mémorise pardon, quand même dans les paramètres du projet. Vous allez aussi retrouver l'image dans les, alors je vais la recocher, dans les exports Excel. Je vais vous montrer, par exemple, je vais me positionner ici en multi-projet. Donc là, d'ailleurs, vous trouvez effectivement l'image en mode multi-projet. Et je vais, depuis la vue grande, faire un export. Hop. Et vous voyez ici qu'on a une option, inclure l'image du projet, hein, qui n'existait pas auparavant. Donc je vais la cocher et faire mon export. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne dans l'export Excel. Donc là, c'est pareil, c'est surtout utile en vue multi-projet, puisque l'idée, ça va être que vous puissiez, si vous exportez un portefeuille projet complet avec beaucoup de projets, voilà, on va voir que vous allez pouvoir facilement distinguer en scrollant dans le tableau Excel, voilà, qui est apparu. Je vais le mettre sur le bon écran. Voilà, ici, vous voyez, j'ai donc mes 3 projets backlog, sprint en cours et archive à sprint.
Et donc, quand je vais descendre au niveau du sprint, on va tout de suite voir l'image apparaître. Voilà. Et si je me positionne sur la feuille du sprint, j'ai aussi l'icône du projet qui est donc personnalisée en haut de cette feuille. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Alors, autre nouvelle fonctionnalité, c'est l'apparition d'un filtre dans le centre de notification. Donc, vous savez que nous avons mis en place l'année dernière donc un système de notification automatique. Donc, je vais vous rappeler le fonctionnement. Par exemple, je vais sur ce projet de gestion de ticketing dont je suis responsable. Dans les paramètres du projet ici, j'ai la possibilité de m'abonner à des notifications automatiques pour me faciliter le suivi de mon projet et l'évolution des tickets. Donc voilà, moi, je me suis abonné à la réception de notifications automatiques aux événements suivants, la création d'une tâche. Donc à chaque fois que quelqu'un crée une tâche, je reçois une notification, l'emplacement d'une tâche et mon affectation à une tâche. Alors j'en profite pour vous signaler cette nouveauté, puisque mon affectation à une tâche, c'est quelque chose qui est arrivé très très récemment. C'est la possibilité de recevoir une notification quand vous êtes, vous, affecté à une tâche. Voilà. Ce qui n'existait pas avant il y a 15 jours. Donc, ce système de notification automatique va générer forcément plus de notifications et aussi des notifications d'un type différent des autres. Et moi, ça peut m'intéresser maintenant dans mon centre de notification, où s'incrémentent au fil de l'eau toutes sortes de notifications, mon export Excel, des partages de projets, des projets supprimés ou archivés, etc. Eh bien, moi, je vais avoir envie de me focaliser sur mon suivi de projet de ticketing et donc je vais filtrer sur les notifications qui m'intéressent. Donc, j'ai filtré par événement et j'ai regardé. Voilà, moi, je voudrais revoir toutes les notifications qui ont trait à l'emplacement d'une tâche pour voir si des tickets ont évolué récemment. Donc, je vais appliquer ce filtre. Et là, on va voir que je vais effectivement accéder à toutes ces notifications. Et donc, je vais pouvoir avoir un récapitulatif de l'évolution de mes tickets. Par exemple, je sais que le jeudi 25 janvier, eh bien, mon ticket amélioration notification automatique est passé en statut prise en charge. Mon ticket le jeudi 18 janvier, bug de présentation des étiquettes, est passé en attesté, bug ouverture de buzz en attesté, etc. Et je vais voir que j'ai un non lu. J'ai un ticket ici, affichageur sur agenda mobile, qui est passé en résolu. Voilà. Bon, je peux cliquer pour le passer en lu. Mais vous voyez, l'idée, c'est de vous faciliter la lecture de certains types de notifications, voilà, en les mettant en évidence. Alors, comme dans tous les systèmes de filtres de BizBuzzy, puisque vous savez que vous avez aussi des systèmes de filtres dans les vues de planning, donc, et même dans la vue quoi des projets, vous pouvez enregistrer vos filtres. Je vous rappelle que ici, si je reprends ce dernier filtre, alors voilà, je vais y aller ici. Voilà, j'ai filtré sur le type de notification qui s'appelle l'emplacement d'une tâche, mais je peux décider de le sauvegarder, pas seulement de l'appliquer, mais de le sauvegarder en le nommant. Donc, je vais l'appeler emplacement tâche, voilà, et je fais entrer. Et donc voilà, maintenant mon filtre est nommé. Et si parce qu'en général, on va filtrer sur les mêmes éléments, et donc je me suis créé un favori. Donc maintenant, si je resélectionne le filtre, je vois que mon filtre est déjà enregistré en favori. Et donc c'est très simple de l'utiliser à nouveau. Voilà, autre évolution, autre nouvelle fonctionnalité donc, de ce dernier semestre, la mise en place d'un module Facebook sur la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, je vous rappelle que vous y accédez habituellement en cliquant sur le logo BizBuzzy en haut à gauche. Il y en a peut-être parmi vous qui ont personnalisé le logo et le lien qu'il y a derrière. Si c'est le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez accéder aussi à la page d'accueil, je vous rappelle, dans le menu déroulant. Donc, dans cette page d'accueil, vous avez à présent ce module Facebook qui va reprendre, comme vous pouvez le voir, nos posts, nos derniers posts sur les réseaux sociaux, voilà, afin que tout le monde puisse facilement accéder directement dans le BizBuzzy à ces posts qui présentent des informations sur BizBuzzy et aussi, bien entendu, des posts qui présentent les nouvelles fonctionnalités, par exemple. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que BizBuzzy est présent sur les réseaux sociaux suivants, LinkedIn, Facebook et Twitter. Alors surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux sociaux. Je vous invite aussi à liker, à partager nos posts.
Voilà, ça va contribuer à augmenter notre visibilité et nous vous en remercions par avance. J'en profite aussi pour vous dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir qu'on allait donc vous partager un projet plan produit, roadmap et un projet version, donc changelog avec toutes les évolutions sorties. Ce sera sans doute par ici, enfin je ne sais pas où exactement, mais en tout cas dans la page d'accueil ici, vous aurez des liens qui vous redirigeront vers ces projets qui vous intéressent. Voilà, autre nouvelle fonctionnalité du semestre, donc des nouveaux connecteurs. On a créé 2 connecteurs supplémentaires, connecteur Cegid, connecteur Redmine. Donc, l'objet des connecteurs en général, hein, comme vous le savez, c'est d'éviter des doubles saisies en interfaçant des outils, donc en l'occurrence Cegid et Redmine, avec BizBuzzy. Les connecteurs, le concept, c'est qu'ils sont développés pour être prêts à l'emploi dans une logique d'utilisation standard avec des éléments bien identifiés. Par exemple, une tâche dans BizBuzzy égale une issue dans GitLab, ou un ticket dans Redmine égale une tâche dans BizBuzzy, ou une affaire dans Cegid égale un projet dans BizBuzzy. Donc, par exemple, pour vous donner un aperçu, je vais prendre un exemple de ticket dans mon projet de gestion du ticketing, donc une tâche qui s'appelle bug création de tâche. Ce projet, il est interfacé avec GitLab via notre connecteur. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai un petit onglet en plus. Là, c'est GitLab, mais si vous êtes interfacé avec Redmine ou avec Cegid, eh bien, ça va être un picto Cegid ou un picto Redmine. Donc là, c'est intéressant puisque je vais cliquer sur ce picto, ça m'ouvre le volet du connecteur et je vois que j'ai synchronisé donc, cette tâche avec un projet GitLab qui s'appelle le projet Anomalie. Et donc, si je clique ici sur la tâche, bah, voilà, vous voyez, c'est très simple, ça m'ouvre directement l'issue correspondante dans le GitLab. Et dans GitLab, de la même façon, j'ai ici un lien qui me permet d'accéder à la tâche de BizBuzzy depuis l'issue GitLab. Donc, il suffit de cliquer dessus, ça me renvoie directement dans la bonne tâche. Donc, vous voyez, c'est très simple à utiliser, c'est standardisé pour que tout le monde puisse s'en servir facilement. Voilà, en général, hein, donc n'hésitez pas à nous solliciter hein, si vous avez des besoins d'interconnexion d'outils avec BizBuzzy. En général, c'est des connecteurs qu'on développe à la demande de clients. Flex, enfin Cegid faisant un peu exception, puisque c'est dans le cadre d'un partenariat avec l'éditeur Cegid qu'on a mis en place ce connecteur. Dans cette logique de communication entre divers outils, on a mis en place aussi un accès sécurisé à notre API. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous allez dans le profil du compte admin, donc paramètres abonnement, ici j'ai une section application autorisée pour l'API publique. Donc, bon, à la différence des connecteurs, l'API, elle va permettre au client de BizBuzzy donc une utilisation totalement sur mesure et évolutive des données sur mesure, puisque vous allez pouvoir choisir quelles données vous souhaitez récupérer, quand, comment, etc. hein. Donc, c'est à vous de définir les flux, de les mettre en place. L'intérêt, évidemment, aussi, c'est le côté évolutif, c'est-à-dire que si vos besoins évoluent, bah, vous pouvez vous-même faire évoluer ces flux de données. Bon, évidemment, en contrepartie, hein, par rapport à un connecteur, bah, ça nécessite chez vous d'avoir des ressources pour exploiter ces API. Donc voilà, on a fait une V1 de l'API fin octobre, début novembre. Et cette API va s'enrichir au fil des mois à venir hein, pour vous permettre d'exploiter tout son potentiel. Voilà. Donc, on va voir maintenant les évolutions des fonctionnalités existantes. Donc, on en a 2. On a une évolution qui concerne l'outil de recherche. Donc, je vais me positionner en multi-projet. Donc, peut-être que d'ailleurs certains ne l'ont pas remarqué, hein, mais vous savez qu'on a un outil de recherche qui fonctionne de façon classique ici avec une saisie de mots, de numéros, enfin de mots-clés en général. Mais vous pouvez aussi cliquer sur la loupe pour faire apparaître une pop-up de recherche qui permet de faire une recherche sur les champs spéciaux. Donc, comment ça fonctionne? On sélectionne champs spéciaux
et on peut sélectionner un champ spécial. Voilà, par exemple, je vais prendre ici les alertes risque projet, hein, puisque j'ai mis en place sur mes projets un champ spécial alerte risque projet qui va me permettre de qualifier une notion de risque projet sur mes projets. Donc, la nouveauté du dernier semestre, c'est qu'on peut maintenant faire une recherche justement donc, sur, sur le champ spécial sans renseigner de valeur. Hein, pourquoi? Quel est l'intérêt de cette évolution? C'est pour vous permettre de trouver quels sont les éléments qui portent le champ, mais pour lesquels ce champ n'a pas été renseigné. Donc, par exemple, effectivement, si notre procédure, c'est de systématiquement qualifier le risque projet sur tous nos projets, moi, ça m'intéresse de vérifier que ce champ spécial a bien été renseigné sur l'ensemble de mes projets. Donc, je vais faire une recherche sur ce champ sans renseigner de valeur ici pour vérifier que j'ai des projets avec des champs vierges. Donc, je vais cliquer ici sur « Rechercher ». Donc là, on me montre que j'ai un projet qui porte ce champ et normalement, donc non renseigné. Donc, je vais aller vérifier ça. Je vais cliquer sur le projet. Dans mes paramètres du projet, je vais voir que effectivement, j'ai mon champ spécial alerte risque projet et qu'il n'a pas été qualifié. Voilà. Donc après, je vais me retourner vers le chef de projet pour lui demander de bien vouloir rectifier ça et choisir quelle valeur de risque il doit attribuer à ce champ spécial. Donc voilà l'idée de cette évolution. Donc, dernière évolution assez importante et qui était souvent demandée, c'est les commentaires enrichis. Donc, ce que c'est que cette évolution? C'est la possibilité ici d'enrichir donc vos commentaires, donc de mettre en forme vos commentaires avec du souligné, du gras, de l'italique, etc. Et on en a profité pour aussi permettre un mode voilà, de saisie plus grand. Donc, on a un bouton ici afficher en grand. Donc, je vais prendre ce commentaire, je vais l'afficher en grand et puis je vais le modifier pour qu'il soit plus facile à lire pour mes collègues. Donc, je clique sur modifier. J'ai maintenant une barre de mise en forme qui apparaît. Et voilà, par exemple, je vais décider de le mettre en rouge et de l'afficher en beaucoup plus grand et en gras, voilà, pour qu'il soit bien lisible dès qu'on rentre dans la tâche. Donc, une fois que ces modifications sont faites, je les enregistre et voilà, maintenant, j'ai un commentaire qui est beaucoup plus, qui saute aux yeux vraiment quand on ouvre la tâche. Alors, la zone ici, enfin, la possibilité plutôt d'afficher en grand, elle est bien pratique pour saisir des commentaires, mais elle est aussi très utile quand on est amené à consulter des commentaires très longs. Par exemple, si j'ai un commentaire qui est extrêmement long, eh bien, je vais cliquer sur afficher en grand et ça va me permettre vraiment ici d'avoir une zone d'affichage beaucoup plus agréable pour consulter des commentaires beaucoup plus longs. Voilà. Donc voilà pour cette évolution. C'est une fonctionnalité qu'on va encore faire évoluer à l'avenir. Donc là, je vous annonce que cette fonctionnalité, on va lui ajouter la possibilité d'insérer des images dans le texte directement, voilà, pour pouvoir donc, agrémenter le texte d'images directement dans le texte et pas avoir forcément besoin de venir consulter des images en pièces jointes. Et puis l'autre évolution qu'on va ajouter, c'est le correcteur orthographique dans le commentaire pour que voilà, on puisse facilement détecter nos erreurs dans les commentaires et les corriger. Donc voilà, j'ai fini cette présentation des nouvelles fonctionnalités et évolutions du dernier semestre. Merci de votre présence ce matin et bonne continuation avec BizBuzzy.